Bienvenue, mesdames et messieurs, dans ce nouveau numéro de Semaine en 45 où nous allons essentiellement parler autour de l'investiture du gouvernement souminois. Tenez donc, l'Assemblée nationale a évidemment investi ces gouvernements au cours d'une plénière de près de 12 heures allant de mardi 11 juin à mercredi jusque tard dans la soirée. Programme gouvernemental, Judith Souminois a placé donc ces derniers dans le pilier. Comme ça, il s'agit bel et bien de la création d'emplois. Il s'agit aussi du pouvoir d'achat, la sécurisation du pays, diversification de l'économie et l'amélioration des services de base, ainsi qu'une grande partie, il faut le dire, à l'efficacité des services publics. Alors, ces programmes ambitieux et chiffrés, il faut le dire, à 92,6 milliards de dollars américains en 5 ans. Nous allons donc faire une description autour de ces programmes gouvernementaux dont Judith Souminois devra exécuter durant les 5 prochaines années et aussi durant les derniers mandats de Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo à la tête de la magistrature suprême. Avec moi dans ces plateaux, évidemment, nous allons découdre autour de cette thématique avec Joseph Edeba, qui est président fédéral Lukunga et cadre LGD. Joseph Edeba, bienvenue dans Semaine en 45. Merci beaucoup, cher Rufin Koubelesso, pour déjà penser à nous et nous inviter à participer à cette émission très suivie par la population. Une émission qui, n'est-ce pas, permet à construire quelque chose de très palpable. Évidemment, nous sommes très heureux et nous commençons en même temps par transmettre nos condoléances. Nous transmettons nos condoléances aux familles de ceux qui ont perdu vue dans le naufrage qui a eu lieu dans la nuit du 10 au 11 juin 2024 dans le Maïnombe. Évidemment, c'est plus de 100 corps, on nous relate ainsi. Et c'est très atroce que nous puissions vivre dans un pays où l'État est incapable de fournir des services de base adéquats pour, n'est-ce pas, favoriser la population à pouvoir circuler librement dans tout le pays. Et en même temps, je tiens à rappeler que nous sommes aujourd'hui à presque 2 ans d'occupation, c'est-à-dire que Bunagana a subi l'invasion, on peut dire Bunagana a été ravi depuis les 13, jour pour jour, les 13 juin 2022. Et jusqu'à ce jour, ça fera presque 2 ans que la RDC, avec toutes les bonnes intentions de pouvoir récupérer nos terres, et avec nos gouvernants actuels, nous n'arrivons toujours pas à récupérer cette partie des terres. Ça fait mal, parce que quelque part, ça prouve c'est à quoi nous sommes habitués à faire régulièrement, notamment l'incompétence, mais aussi des présentations luxueuses inutiles en termes des intentions de gouverner le pays comme ici devant. Et je pense que nous sommes appelés aujourd'hui à être mobilisés plus qu'un seul homme, afin de, n'est-ce pas, réfléchir autour de questions comme celui de récupérer Bunagana, parce qu'il s'agit de nos terres. Vous avez bien brossé les tableaux. Merci. De l'autre côté, donc, nous allons aussi échanger sur cette thématique de l'investiture du gouvernement souminois avec Martin Milolo, qui est coordonnateur Forum Citoyen et donc de la société civile. Martin Milolo, bienvenue dans Semaine en 45. Merci beaucoup, mon cher frère. Et merci encore une fois parce que c'est la 2e fois et je suis ému de la qualité de l'accueil et puis en tout cas de votre dispositif ici. Mais je voudrais avoir une pensée particulière pour mon ami et ma sœur Gloria Senga qui y a entamé depuis hier la grève de la faim avec son collègue Robert qui sont détenus à l'ANER depuis plus de 2 mois aujourd'hui, tout simplement pour avoir dit que la population souffre et que la population n'en peut plus avec Tolembi Passi.
il faut souligner que c'est avec Gloria que nous avons lancé cette campagne. Ne touche pas à ma constitution. Vous pouvez bien me voilà. Okay. Aujourd'hui, nous assistons à un rétrécissement qui n'a jamais existé depuis que le Congo est Congo, en République démocratique du Congo, où toutes les voix dissidentes sont bâillonnées. Et donc, je voudrais demander que les autorités puissent savoir qu'il n'y a pas un pouvoir éternel et qu'il faut toujours se regarder dans le miroir et voir là où nous venons. Et je m'adresse principalement au président de la République, qui est au courant de cette situation et de pouvoir y mettre fin. Et donc, nous avons perdu Cherbé Okende dans les circonstances non encore élucidées jusqu'aujourd'hui. Et ce que nous appelons, ce que nous entendons sur la situation de Gloria nous inquiète. Et elle est malade et elle ne mange pas, elle n'a pas accès aux avocats ni à sa famille parce que sa mère a décidé de ne plus la rendre visite, qui était la seule personne qui pouvait la voir. Et donc ça nous inquiète et donc nous demandons la libération de Gloria le plus tôt possible. Je voudrais aussi présenter mes sincères condoléances aux familles éplorées. Pour chuter Pour chuter, j'ai présenté ces condoléances à ces familles qui sont éprouvées par cette tragédie, qui nous rappellent l'irresponsabilité des autorités. Quelle est la politique de transport dans ce pays? Le transport maritime, les transports aériens, les transports routiers. Et donc, ça pose des problèmes. Il y a des gens qui doivent répondre. Mais pour chuter, je voudrais adresser aussi mes encouragements et mes condoléances à ma grande sœur, l'honorable et l'ancienne ministre des Droits humains, Marie-Ange Mouchébekwa. Marie-Ange Mouchébekwa, qui a perdu son mari à Paris aujourd'hui. Et donc, je lui adresse mes sincères condoléances et elle sait bien qu'elle peut compter sur nous dans ces moments difficiles. Merci Martin Milolo d'avoir brossé le tableau un peu comme Joseph Idéba. Je commence avec vous, Joseph Idéba. Vous êtes de l'opposition. Nous avons sûrement, quand j'ai dit nous, je vous vois aussi, nous avons suivi l'investiture du gouvernement souminois et l'opposition critique ces gouvernements éléphantesques en même temps des 54 membres et les chefs du groupe parlementaire, en la personne de Christian Mwando, dit que ces programmes n'est qu'un chapelet de bonnes intentions déjà vues, tout en fustigeant le fait que le gouvernement a placé l'emploi comme premier pilier, alors que le pays est en proie de guerre dans la partie orientale. Partagez-vous le même avis que Christian Mwando, qui aujourd'hui aimerait que ces gouvernements souminois puissent d'abord mettre l'accent sur ce qui se passe à l'est de la République démocratique du Congo? Écoutez, cher Ruffin, je ne suis pas le seul Congolais qui comprend que le gouvernement souminois arrivera à faire pas grand-chose. Oui, ça veut dire que je ne suis pas le seul Congolais qui comprend que ces gens ne vont que se balader et ne vont pas produire un meilleur résultat de gouvernance. Pourquoi? Parce qu'il faut commencer par jeter un œil sur le programme de gouvernance, les programmes du gouvernement, allez dire, de Madame Souminois. Vous savez, cher Ruffin, il est très difficile et voire impossible que nous puissions penser aujourd'hui à la création des emplois au moment où nous sommes bastonnés par l'ennemi. 6,4 millions d'emplois. Ça profite quand même à la jeunesse. Vous ne réfléchissez pas peut-être comme les autres pour voir comment est-ce que Madame Souminois va arriver à créer 1,5 million d'emplois l'an. C'est ce que j'ai entendu. Exactement. Mais c'est déjà par quel mécanisme que ça va se passer. Donc nous avons ici difficulté à comprendre comment est-ce que Madame a présenté un programme qui est déjà un programme culotté, parce qu'il n'y a pas de précision par rapport aux assignations données, comment elle va procéder pour atteindre ces chiffres et ces résultats. Mais au-delà de ça, elle fait le désordre de mettre en avant-plan
de questions non urgentes. Nous sommes dans une nation qui est agressée. Et c'est connu de tout le monde. En principe, le point le plus urgent devait être celui relatif à la sécurité des Congolais. Exactement. Le point le plus important devait être celui de penser comment récupérer nos terres, notamment le Bunagana qui fait 2 ans aujourd'hui sur le joug de l'ennemi. Le point le plus important, c'était de sécuriser le territoire national contre le Mobondo. Et en même temps, on sacrifie la jeunesse comme ça, ou l'emploi tout carrément. On ne sacrifie pas la jeunesse parce que nous ne nous voyons pas faire un progrès économique dans cette nation. En même temps, nous sommes en train de confectionner ou d'amadouer l'ennemi qui nous attaque à gauche, à droite. Vous comprenez? C'est comme ça que nous disons dans l'opposition qu'il n'y a pas vraiment beaucoup d'espoir à mettre sur ces programmes, nous présenter à la va-vite. Et d'ailleurs, vous avez compris, aux questions profondes posées à Mme Souminois, elle n'a pris que si c'est 20 ou 30 minutes pour revenir et balayer tout, prétendument balayer tout. Ça veut dire que c'est quelque chose... près de 4 heures de temps pour essayer de répondre à toutes ces questions-là. C'est pour dire que ce n'est qu'un chapelet de bonnes intentions, comme l'a dit l'honorable Christian Mondo, un chapelet de bonnes intentions, mais aussi, ce n'est qu'un récit du déjà entendu et du déjà vu, du déjà connu. Ici, vous venez d'entendre qu'il y a eu un naufrage dans le Mai-Ndombe. C'est parce que l'État est incapable de pouvoir mettre sur pied une politique publique de transport et de voie de communication. Et ça, vous n'allez pas nous dire que avant, dans l'entrée, je vais dire, dès l'entame du premier mandat du président Félix-Antoine Tshisekedi, qu'il n'y avait pas un chapelet de bonnes intentions, notamment pour assainir ces secteurs-là. Ces secteurs de communication. Oui. Vous comprenez? Ça veut dire qu'on peut beau dire de choses, mais il faut être réaliste et voir comment est-ce que nous pouvons parvenir à des résultats qui vont, n'est-ce pas, aussi en même temps appuyer le fait que le pays ne change, ne serait-ce qu'un tout petit peu. Aujourd'hui, revenons dans la ville-province de Kinshasa. Qu'en est-il de la société créée par le gouvernement Matata aujourd'hui, Transco? Mais c'est bien dommage. On nous a inventé ici une histoire comme quoi on avait apporté la société Mercedes-Benz pour fabriquer des bus dans la ville-province de Kinshasa. Mais aujourd'hui, je ne sais pas, vous savez peut-être plus que moi, combien de bus sont dans la rue. Et vous voyez comment les Congolais sont en train de souffrir au jour le jour pour avoir les transports et rentrer chez eux dans la ville-province de Kinshasa. Vous dédouanez, et donc en effet, moi je vous dis, président du parti. Je ne dédouane personne parce qu'il s'agit de questions d'État ici. Okay. Il ne faut pas que l'on s'amuse à faire le copinage à la tête du gouvernement. Il ne faut pas qu'on s'amuse à faire les amitiés et tout ce que vous voulez, alors qu'il y a des urgences à caractère prioritaire à n'est-ce pas, tenir d'abord compte au préalable pour, n'est-ce pas, répondre aux questions qui dérangent la stabilité sécuritaire des Congolais à l'Est et puis partout dans le pays. Merci Joseph Edeba. Martin Milolo, vous êtes de la société civile. Objectivement et subjectivement, quelle est votre analyse après l'investiture du programme de Judith Souminois, validé après examen et approbation du Parlement? Elle a eu à présenter ces programmes ambitieux, il faut les dire. Oui, merci beaucoup Ruffin. D'abord, je voudrais saluer quand même quelque chose. Quand il y a un pas dans la bonne direction, il faut l'applaudir. C'est que c'est le premier gouvernement conduit par INDAP. Ok. Ça, c'est un point positif qui marque quand même un pas du combat pour la promotion et la protection des droits des femmes, qui constitue une grande majorité de la population. Il faut une dame ou des compétents? Il faut le deux. Il faut le deux parce que il faut souligner qu'il y a eu des moments où même les droits de vote n'étaient pas reconnus aux femmes. Okay. Et donc, arriver jusqu'à ce stade-là, c'est quand même quelque chose d'inédit. Mais nous ne voulons pas des histoires cosmétiques. Ça veut dire on embellit un cimetière parce que l'apparence est attirante. Et puis on croit que c'est ça la réalité parce que déjà la première ministre elle-même est prise en étau par l'UDPS
Et donc, à tout moment, elle ne sera qu'en train d'aller à la 11e rue pour demander. Et donc, on a comme l'impression que le vrai Premier ministre se trouve ailleurs, derrière les rideaux. Et voilà, donc il suffit de comprendre le nombre de visites que la Première ministre fait à gauche, à droite, donc pour comprendre ça. Et donc, voilà pourquoi nous, on réitère l'appel d'un des députés qui a dit, si elle sent qu'elle est coincée par les autorités morales, et notamment par l'UDPS, qu'elle puisse démissionner pour ne pas faire la honte des femmes. Parce que ça, ce ne sera pas seulement elle qui sera vue, ça sera toutes les femmes qui seront vues. Exactement. Mais aussi par rapport à ce programme, moi je pense que c'est déjà entendu mal copié. Parce que l'article 90 de la Constitution dit que le gouvernement définit la politique de la nation. Dans ces 6 programmes ici, quelle est la politique du gouvernement? Quelle est la politique d'abord globale et la politique sectorielle du gouvernement par rapport? Parce que ce que nous avons vu, voilà, créer tout ça, ça n'a rien à voir. Parce que la politique, c'est la vision d'abord. Et la vision, c'est par rapport aux axes stratégiques que vous avez. Quand on parle, par exemple, de la création des emplois, il faut savoir que selon qu'on se trouve dans les villes ou dans les villages, les réalités ne sont pas les mêmes. Exactement. Et lorsqu'on parle de jeunes, il y a des jeunes qui ont étudié et qui sont au chômage et des jeunes qui n'ont pas étudié, qui ont besoin d'emploi et aussi de la formation. Il y a même un élu, il y a un élu national qui a même eu à dire que la création d'emplois n'est pas remettre une somme aux entrepreneurs. Oui, et d'ailleurs, ce n'est pas, le pays comme le Congo n'est pas un pays où il faut créer des emplois. Par contre, il faut créer plutôt l'environnement de la création des emplois. Okay. Parce que ce qui crée les emplois dans tous les pays qui sont aujourd'hui développés, dans tous les pays qui sont puissants économiquement, ce sont les privés. C'est le secteur privé qui crée les emplois lorsque l'environnement est créé par le gouvernement avec une politique attractive sur le domaine fiscal, en matière de la justice. Et donc, vous avez des services qui inspirent confiance. Là, vous avez des investisseurs qui viennent et en venant investir, et donc c'est là que vous allez avoir la possibilité de créer des emplois. Parce que aujourd'hui, avec la nouvelle technologie de l'information et de la communication, les emplois sont en train de muter. Nous avons des emplois sous forme de digital, nous avons des startups, nous avons beaucoup d'autres choses, et il faut des spécialistes pour faire ces choses-là. Mais le plan, ces programmes-là a été copié quelque part sans qu'on ait fait recours aux experts. Nous avons des experts congolais en ces matières-là, en matière par exemple de l'entrepreneuriat, en matière de toutes ces questions-là. Et donc on comprend la légèreté avec laquelle tout ça a été fait. Mais il y a un point qui a attiré mon attention, parce que je ne vais pas revenir sur la question de la sécurité. Ça montre tout simplement qu'il n'y a pas d'ambition. On ne sait pas, donc le gouvernement là ne sait pas ce qu'il doit faire. Vous allez créer les emplois où? Dans la guerre, vous êtes en train de brûler et puis vous créez. D'abord, vous aurez l'argent pour créer ces emplois-là. Vous allez avoir l'argent dans les mines, et vous savez déjà ce que les mines supportent comme étant des charges aujourd'hui avec ce que nous avons. Et donc, nous sommes dans une confusion totale. Et on attend absolument rien. Vous dites déjà pour ces premiers piliers, ça reste une chimère. Non, c'est un leurre. Donc, ça n'a rien à voir. Il n'y aura rien. Il n'y a rien qui sera fait. Parce que déjà, c'est mal présenté. Les spécialistes vont vous dire que, techniquement, spécifiquement, comment vous allez faire pour créer les 6 millions d'emplois. Et même les 6 millions, nous sommes plus de 100 millions de Congolais, dont 70% est composé de jeunes dont l'âge varie entre 15 à 35 ans. Dans les 6 millions, quelle est la masse que vous allez absorber pour... Non, l'État ne peut pas employer tout le monde. Il faut plutôt que le gouvernement puisse créer l'environnement d'attractivité pour
permettre à ce que les privés puissent créer l'emploi. Mais je voudrais dire un mot. Pour finir, je voudrais souligner que c'est vraiment dommage que nous sommes un pays occupé et on vient de connaître une tentative de coup d'État avec Malanga. On place la sécurité comme quelque chose qui vient en second plan. Et donc on comprend que voilà ce qui se passe. Ou soit on sait ce qu'on fait, ou soit on est en train d'embrouiller le peuple et qu'on nous dise placer le priorité. Je voudrais plutôt parler des changements climatiques. On nous bombarde des choses, voilà, lutter contre le changement climatique. D'abord, l'Afrique, dans son entièreté, produit moins de 4% des émissions de gaz à effet de serre. L'ensemble de l'Afrique. Et dans cet ensemble de l'Afrique-là, il n'y a que 2 pays qui contribuent à plus de la moitié. Nous avons l'Afrique du Sud et le Nigeria. Le Congo ne produit absolument rien en termes de contribution au dioxyde de carbone par rapport à la pollution. Vous allez lutter quoi? Nous avons besoin de nous développer. Nous avons des matières que nous devons faire. Face au changement ce sont des slogans comme ça qu'on ramasse partout ailleurs pour dire le Congo est un pays solution pour qui? Ce n'est pas un pays de solution pour aller éteindre le fait que les autres ont allumé, parce que nous ne sommes pas responsables du changement climatique. Merci Martin Milolo. Il y a des gens qui sont à la base de cette histoire ici. Voilà pourquoi moi, sur la question du climat, moi je voudrais que le gouvernement puisse parler de la justice climatique. Que le gouvernement puisse militer pour que la contribution aujourd'hui, la RDC c'est 60% des forêts des bassins du Congo réunis. La RDC c'est plus de 70% des tourbières qui séquestrent le carbone. La RDC c'est les mangroves qui sont en train aujourd'hui d'être détériorées dans les faubourgs de Mwanda. Et tout ça, ça contribue à la stabilisation du climat mondial. Et en contrepartie, qu'est-ce que la RDC gagne? Parce qu'on nous interdit de couper les bois pour préserver les forêts, alors que nous avons les communautés qui doivent se développer. Voilà le vrai combat. Ce n'est pas de nous bombarder des choses, vous allez lutter contre les changements. Comment? Merci Martin Milolo. Nous allons donc revenir peut-être autour de cette question du climat. Mais Joseph Edeba, vous venez d'entendre ce que Martin Milolo a dit sur la députée qui a eu à interpeller la ministre de démissionner. Il s'agit bien de Jeannette Kavira, à tour de rôle, quand elle a pris la parole. Elle est membre de l'UDPS, il faut le dire, de la majorité parlementaire, et elle a ouvertement invité la première ministre que s'il y a une machination d'hommes autour d'elle pour essayer de la dissuader par rapport à son programme, qu'elle démissionne. Est-ce que croyez-vous aujourd'hui que Judith Tsouminoa arrivera-t-elle à démissionner quand sa famille politique voudra placer le bâton dans le roue? Non, mais moi, je félicite Madame, comment elle s'appelle encore Jeannette Kavira. Madame Jeannette Kavira, qui a eu le courage de parler, en tout cas, entre les hommes. Elle a eu à dire des vérités. Elle a eu le courage de parler directement à sa consoeur, la première ministre, de vérité, qui des fois ne se livre pas comme ça. Exactement. Vous savez, aujourd'hui, nous ne pouvons pas condamner le fait que l'entourage du chef de l'État, comme à l'époque, le premier mandat, puisse interagir afin de bloquer le gouvernement sans condamner le président de la République lui-même. Il n'y a pas de mauvais chefs. Et qu'est-ce que je veux dire? Il n'y a pas de mauvaises troupes, il n'y a que de mauvais chefs. Vous comprenez? Ça veut dire que quelque part, s'il y a désordre autour du président de la République, pour, n'est-ce pas, mettre les bâtons dans le roue de la gouvernance de notre pays, c'est que le président lui-même est conscient du fait que ces gens qui sont autour de lui agissent ainsi. Ça veut dire quoi? Comme Sama Lukonde venait de sortir, c'est-à-dire que lui qui était appelé jeune, il n'a pas donné le meilleur de lui-même pour que ce pays puisse faire ne serait-ce qu'un petit pas vers le progrès. Mais tout son programme, vous ne pouvez pas dire qu'il n'a pas eu à réaliser tout le programme ambitionné. Vous pouvez me citer quelques points dans les secteurs d'agriculture ou dans les secteurs agricoles que Sama Lukonde a apporté comme avancement. Je ne sais pas, moi. Il y a beaucoup de réalités dans le domaine économique. Sama Lukonde a régressé le pays parce que Matata est parti comme Premier ministre à la tête du gouvernement et a laissé ce pays avec zéro dette extérieure. Aujourd'hui, nous sommes à plus de 10 milliards. Matata a laissé le pays avec un taux d'inflation maîtrisé.
Après Matata, qu'est-ce qui est arrivé? Et ça m'a fait quoi? Donc vous allez comprendre que si vous vous mettez à analyser la gouvernance de M. Sam Lukonde qui était appelé jeune, secteur par secteur, c'est comme une sorte de honte qu'il a infligée aux jeunes parce qu'il était appelé aussi jeune, lui. C'est de la même façon que madame ici intervient pour interpeller la première ministre. Que ça va être peut-être pour la première fois que l'on nomme une femme à la tête du gouvernement, mais aussi la première fois qu'une femme puisse mettre la honte sur les autres femmes de la République pour incompétence à gouverner le pays vers des horizons prometteurs. Okay. Et je pense qu'à notre sens, et la dame a été directe et ça va servir si jamais on se met aujourd'hui à entendre et à écouter, mais aussi à remettre en question tout ce qui aura intervenant comme interaction arbitraire dans la gouvernance du pays via les camarades et copains du président de la République. Parce que nous avons aussi affaire à un gouvernement qui est composé par des copains et des copines. Voilà, c'est dans cette optique que je voudrais renchérir ce que vous venez de dire. Kavira, la députée nationale, elle n'a pas eu à dire qu'à la première ministre de démissionner, mais à faire même le point autour du programme parallèle au sein de l'institution présidence. Comment arriver à comprendre que cette élue nationale peut tenir ses propos pour dire que Madame la Première ministre doit faire très attention parce qu'elle risque de perdre ses crédits alloués dans ses différents ministères au vu des camarades, comme vous venez de dire, autour du président qui arrive à prendre de ces crédits-là. Comment arriver à comprendre cette question des gouvernants, de programmes parallèles? Vous savez, cher Ruffin, il y a quelques années passées ici au premier mandat du président Félix-Antoine Tshisekedi, s'il y a un cas de détournement d'un ministre donné, vous allez entendre, si vous suivez bien la question, vous allez vous rendre compte qu'il y a un conseiller du président de la République qui intervient quelque part pour ainsi prendre la décision de la livraison, je ne sais pas, des marchés, tout ce que vous voulez. Si vous suivez un dossier, par exemple, celui des lampadaires, vous allez entendre que c'est un copain du président qui est à côté. C'est un ami du président qui est à côté. Mais finalement, c'est un gouvernement parallèle. Et c'est ce qui peut, n'est-ce pas, empêcher à ce que le gouvernement ici de Mme Souminoa puisse travailler efficacement pour atteindre des résultats escomptés. D'ailleurs, les résultats qui, du moins, ne sont pas bien éclaircis dans le programme du gouvernement que nous sommes en train de décrire aujourd'hui. Et ça, c'est une réalité que nous avons vécue avec la gouvernance de l'UDPS, notamment du président Félix-Antoine Tshisekedi. Si nous voulons bien faire un progrès, ne serait-ce qu'avec le programme ici farfelu nous présenter, il faut quand même un peu de sérieux et de discipline, comme ce fut le cas avec la gouvernance du pays à l'époque de Joseph Kabila, parce qu'on doit aussi parler de lui, de 2012 jusqu'à 2016. Ok. Ouais. Merci Joseph Edeba. Martin Milolo, nous entamons cette partie où le président a eu à dire, je le prends par ces mots, la justice est malade. Et aujourd'hui, nous voyons qu'il y a un opposant, l'un de... ce n'est pas un opposant. Ce n'est pas un opposant. Nous voyons qu'il y a un opposant à la tête de la justice, à la tête de la justice où Judith Souminoa a eu à mettre aussi l'accent sur la couverture optimale en termes d'implantation de cours et tribunaux de justice en République démocratique du Congo. Est-ce que croyez-vous qu'aujourd'hui, Constant Mutamba arrivera-t-il à mettre le président d'accord pour ne plus dire que la justice de la République démocratique du Congo est malade? Puisque c'est un des piliers majeurs aussi parmi ces programmes, parmi tant d'autres de ces programmes de Judith Souminoa. Oui, merci beaucoup. En tout cas, je pense, avant même qu'on arrive à parler de cette question de la justice et même de ces gouvernements, je voudrais aussi, parce que quand on avait nommé Sama Lukonde et son gouvernement, son équipe s'est autoproclamée des warriors. Maintenant, nous sommes, je ne sais pas si les warriors ont été mouillés ou les warriors ont été eux-mêmes warriorés. Et donc, voilà ce genre de choses-là. Avant d'avancer, il faut regarder d'où on vient. Ok. Et moi, je pense que même les warriors étaient meilleurs que ceux que nous venons d'assister. Mais
Mais ils n'ont pas encore commencé à travailler. Il faut leur donner les bénéfices du doute au moins. Dommage qu'il y a certaines têtes, en tout cas bien faites, certaines têtes couronnées dans ces gouvernements, mais je pense avec l'environnement qui ne vont pas se faire sentir. Je pense au professeur Mukoko Samba, Daniel, dont les compétences ne sont pas démontrées. Je pense au ministre Paluku, je pense il y a quand même, mais il y a aussi il y a aussi des gens sur qui on émet des réserves. On émet des réserves pour nous dire que la République ne peut pas être conduite de cette manière-là. Et donc voilà pourquoi, comme le président, c'est lui qui prend l'ordonnance pour nommer, on a parlé de cette histoire de casting dès 2019. Okay. C'est lui qui choisit les gens. Est-ce que le Congo manque de l'expertise pour qu'ils prennent, même dans l'opposition, même dans la société civile, partout, parce que c'est le Congo, c'est la question du Congo. Et là, il vient de pousser dans l'opposition. On vient prendre des gens, comme ça, j'ai vu à la jeunesse là, quelqu'un qu'on a mis là-bas, et puis on ne sait pas quelle est sa vision pour la jeunesse, pour ce qu'il va faire pour la jeunesse. C'est lui qui était là avant elle. Yves, on ne sait pas, on ne peut pas, je ne sais pas si on peut faire le bilan pour savoir. Et des choses comme ça, on peut continuer comme ça, perdre 10 ans, comme ça, dans des choses comme ça. Et moi, je fais appel au président de la République qu'il puisse rectifier les tirs. Qu'il puisse rectifier le tir parce que le Congo le regarde. Ce pays ici, en tout cas, espère beaucoup de lui et a beaucoup espéré de lui. Il est le seul bénéficiaire de l'alternance. Il faut qu'il laisse des traces. Maintenant, pour ce qui est de... Et même en parlant de la justice malade, je crois que j'ai salué la sincérité du président, mais c'est lui-même le magistrat suprême, le chef de l'État, c'est le premier magistrat de ce pays. Voilà pourquoi il fait partie du Conseil supérieur de la magistrature et il le préside. Et donc, c'est le premier magistrat. Et le président de la République exerce même certains droits sur les questions de justice. Mais si la justice est malade, elle est malade de qui? Elle est malade des gens. La justice en soi, en tant que service public, ne pose pas problème. Ce sont des hommes qui posent problème. Qui interdit au président de sanctionner les magistrats qui ne font pas bien leur travail? Nous savons que dans ce pays, ici, quand on était des enfants, on a appris que Mouzé avait licencié plus de 300 magistrats, comme ça, pour des choses comme ça. Et donc, on a la corruption, on a les choses, le clientélisme qui marche. Alors, pourquoi ne pas sanctionner pour soigner cette justice-là? Okay. Aujourd'hui, bon, il y a l'opposition qui réunit certains de ses membres. Nous, on n'entre pas dans ces débats-là. On ne sait pas qui donne la carte de l'opposition. Mais dans tous les cas, c'est eux-mêmes. Il y a Constant qui se dit opposant. Bon, c'est entre opposants de se dire qui est vrai opposant, qui donc n'est pas. Vous refusez de donner les bénéfices du doute à ce gouvernement. Mais il y a quelque chose qui apparaît un peu non conforme à l'éthique. Constant s'est disputé le poste de questeur adjoint, je pense, au bureau de l'Assemblée. De rapporteur adjoint. De rapporteur adjoint au bureau définitif de l'Assemblée nationale avec Ensemble, comme quelqu'un de l'opposition. Aujourd'hui, on le voit au gouvernement. Or, ce gouvernement ici, ce n'est pas un gouvernement d'union nationale ou un gouvernement de transition. C'est un gouvernement issu d'une élection où on a identifié une majorité parlementaire par un informateur qui a été reconduit d'ailleurs à des reprises. Et donc, n'entre dans ce gouvernement que les membres de la majorité parlementaire. Et donc, c'est faux de dire que sur le plan, en tout cas technique, sur le plan des textes, Constant n'est pas opposant ou ne peut plus être considéré comme un opposant parce qu'il fait partie de l'équipe de la majorité et il a fait allégeance à la majorité. Mais ce qu'on ne comprend pas, c'est le passage. Comment s'est fait le passage des Constant de l'opposition à la majorité? Parce que jusqu'à la preuve du contraire, à l'Assemblée nationale, c'était un opposant. Mais ici, on le voit sur la liste de la majorité présidentielle. Et donc, nous, ce que nous disons, c'est qu'on ne puisse pas faire le théâtre avec la justice. La justice élève une nation. Et si
On vient là pour régler les comptes. Comme ce que nous sommes en train de voir, Mike Mukeba subir, Gloria Senga subir, merci, ce que nous sommes en train de voir. Martin Milolo. Et donc, ça sera fragilisé merci, le Martin pays. Milolo. Et donc, le président est appelé à pouvoir rectifier les tirs de... Merci de vos éclaircissements. On fait le point sur ce qui touche directement la population ou le quotidien de la population. Il s'agit là de la protection du pouvoir d'achat de ménages en stabilisant le taux d'échange. En tout cas, nous le savons tous ici sur ces plateaux que les taux d'échange posent vraiment problème à la population congolaise et aussi la poursuite de la diversification de l'économie, l'accès aux services sociaux de base. Joseph Edeba. Je ne sais pas par où commencer parce que, en principe, ça devait être un programme bien éclairci afin de nous permettre à faire discussion, à faire débat autour et à sortir les forces de faiblesse pour, n'est-ce pas, aider avec nos commentaires. Le gouvernement en place de bien travailler pour de résultats escomptés. Mais mon frère, comme je vous l'ai dit au départ, qu'il est très difficile dans le contexte sécuritaire actuel que nous puissions tabler sur les questions ici énumérées, notamment créer des emplois. Je vous donne un exemple. Vous ne pouvez pas aller aujourd'hui en Ukraine, où il y a des millions de déplacés à cause de la guerre, et vous tablez sur la question de comment est-ce que Zelensky va pouvoir créer des emplois pour aider les Ukrainiens à revenir dans le pays et le faire développer. La question majeure et prioritaire tournera autour de la sécurité, de la défense nationale. Nous avons combien de Congolais qui aujourd'hui sont en déplacement et quittent leur maison, quittent leur vie paisible des villageois pour aller vivre dans des conditions inhumaines. Nous avons combien de ces Congolais qui meurent au jour le jour? Est-ce que cette question n'est pas préoccupante? Pensez-vous vraiment que dans cette atmosphère politique et dans cette atmosphère économique, nous pouvons arriver à créer plus d'emplois? Parce que d'ailleurs, mon frère l'a si bien dit ici, c'est le secteur privé qui prend la charge de la création de milliers d'emplois. Mais si l'État doit créer les emplois, il doit arborer, arranger, bien assainir. Mais peut-être que le gouvernement vise des travailleurs l'environnement industriel de notre pays pour réfléchir à des questions qui concernent réduire le chômage, créer des emplois. Mais aujourd'hui, nous allons à la va-vite avec ce programme parce qu'on va le réaliser comment? J'aurais cru comprendre que dans ce programme, on étalerait le fait que, voilà, on va assainir l'environnement économique, on va assainir l'assiette fiscale, on va aider à ce qu'il y ait la création, faciliter de l'emploi. D'ailleurs, ce qui a fait Matata à l'époque en créant les guichets uniques. Joseph Edeba. Toutes ces stratégies allaient nous amener à nous identifier comme quoi on irait vers le résultat. Vous y croyez donc pas à ces programmes et vous ne donnez pas le bénéfice du doute à Judith Souminois et son gouvernement? Je ne sais pas comment vous le dire en des termes et des jargons simples. Je ne pense pas que ce programme puisse être un programme réaliste, si ce n'est qu'un chapelet de très bonnes intentions, maquillé, mal copié, comme l'a dit mon frère Martin Milolo, et puis mal recopié en plus. Voilà. Merci Joseph Edeba. Martin Milolo, puisque nous touchons déjà à la fin de cette émission, le gouvernement s'engage en même temps à réhabiliter 10 000 kilomètres de routes des dessertes agricoles par an, réhabiliter et entretenir en même temps. Nous avons vu des programmes passer avec Alexis Guissaro, qui n'a pas eu à tout finir, mais dans l'esprit de la continuité de l'État. Et que Madame la Première ministre a eu à reconduire ces programmes et cette façon de faire bien les choses en améliorant plus de 10 000 kilomètres de routes des dessertes agricoles. Pourriez-vous au moins donner les bénéfices du doute à ces gouvernements? Bon, ce n'est pas à moi de donner les bénéfices des doutes, c'est le gouvernement à se donner lui-même les bénéfices des doutes. Par ce qu'il va faire. Mais ici, nous, on est en train de parler des faits. On n'est pas dans la philosophie. Nous, mais dans les faits, il se pourrait aussi que ça se réalise. Ici, je voudrais dire que d'abord, la Première ministre a gaspillé ses papiers et ses stylos en mentionnant des choses qui sont garanties par la Constitution.
La création d'emplois ne doit pas être quelque chose de spécial qu'on va impressionner les Congolais. Parce que l'article 36 garantit les droits au travail, c'est-à-dire ça fait partie des activités normales de la vie de chaque État. Et comme on l'a dit, donc ce n'est pas à un gouvernement d'employer tout le monde, c'est de créer l'environnement pour la création des emplois par le secteur privé. Mais par rapport, parlons avant même de passer à ça, est-ce qu'on s'imagine aussi que le gouvernement peut faire quelque chose ou ne pas faire quelque chose aussi en fonction de ce que représente l'Assemblée nationale? Vous avez suivi les débats qui se sont succédés à la suite de la présentation de ce programme à l'Assemblée nationale. Nous avons vu les gens qui sont venus là-bas dont leur président a dit qu'ils étaient dans l'état de sobriété et qui n'arrivaient pas à savoir ce qu'ils disent, tout ça. C'est ça aussi qu'il faut épingler comme problème. Parce que si le gouvernement n'a pas un contre-pouvoir efficace qui peut faire le contrôle parlementaire efficacement dans chaque secteur, ça sera aussi une catastrophe. Et donc, la réussite ou l'échec du gouvernement dépend aussi de la qualité de l'Assemblée nationale que nous avons. Et là, moi, j'ai peur. Parce que dans la majorité des interventions que j'ai vues, je peux citer 5 interventions qui ont peut-être abordé les questions de... Les autres, c'était, bon, voilà, moi, chez moi, je n'ai pas du courant, et ainsi de suite. Et il y en a même qui n'arrivaient même pas à savoir ce qui est dans ce programme-là. Et donc, il faut que l'Assemblée nationale puisse aussi être requinquée. Et nous appelons le président Kamere de pouvoir, en tout cas, sauver le meuble et sauver aussi son image par rapport à cette question-là, avec un exercice efficace du contrôle parlementaire. La question de réhabilitation des routes, des dessertes agricoles, et entretien, tout ça, ainsi de suite. En 1 minute. Mais déjà, ici, le problème qu'il y a, ce n'est même pas ça. Quand vous allez entretenir ces routes-là, c'est pour faire quoi? Parce qu'il n'y a même pas d'abord la production agricole. Il faut mettre les agriculteurs, il faut que l'agriculture puisse être à même de pouvoir stimuler la production par les agriculteurs au niveau de la base, les agriculteurs, les pêcheurs, les éleveurs, pour voir comment ils peuvent acheminer leurs marchandises. Et donc ici, le problème, ce n'est pas la réhabilitation des routes de dessertes agricoles, c'est la politique agricole elle-même qui doit insérer en son sein les volets écoulement de marchandises avec la construction des routes. Parce qu'on va réhabiliter quoi? Des choses qui n'existent pas. Vous avez des routes comme chez moi, ainsi de suite, où les ravins ont en tout cas tout balayé. Et donc merci, ici, Barthélemy-Lolo. On reprend des choses que Joseph Kabila disait dans ses discours et puis on vient ici nous dire que non, voilà, il y a un programme. Donc c'est triste. Merci Barthélemy-Lolo. La première ministre dit par ces mots, je pense que c'est par cette question que nous allons nous séparer, mettre de côté ce qui nous divise afin qu'ensemble nous œuvrions pour l'intérêt général de la nation. C'est cela le mot de la première ministre. Pour moi, je le prends comme une main tendue pour la société civile et l'opposition en même temps. Alors la question que j'aimerais aborder après ces mots de la première ministre, c'est qu'aujourd'hui les transports est au rouge, le social du Congolais au rouge, l'économie, n'en parlons même pas, l'éducation, nous pourrions dire que tout est au rouge aujourd'hui en République démocratique du Congo. Est-ce que de cette main tendue, la première ministre veut que tout le monde puissions travailler pour l'intérêt de la nation congolaise, que ce soit de l'opposition ou de la société civile? Oui, d'abord, non, c'est faux. C'est faux. D'ailleurs, s'il faut faire ça, c'est même violer la Constitution. La Constitution garantit les droits à l'opposition, à l'existence de l'opposition. Donc l'opposition doit être là et critiquer à chaque fois pour le gouvernement d'union nationale. C'est pour critiquer enfin que le gouvernement puisse s'améliorer. Aussi, la société civile ne doit pas être diluée pour dire non, voilà, on met à côté. Non. La société civile doit être là. C'est le droit que la Constitution reconnaît pour que on puisse demander au gouvernement de faire mieux. Mais qu'est-ce qu'on va mettre à côté pendant que
ce qui nous divise, c'est quoi? Ce qui nous divise, c'est que vous êtes là investi, mais les dollars, aujourd'hui, c'est à 2900 francs. Si vous n'arrivez pas à baisser ça, comment on va s'entendre? Parce que vous êtes payé par la sueur des Congolais pour réduire ça. Et donc, ce n'est pas ici qu'on est divisé. Ce n'est pas que nous sommes contre le président Tshisekedi parce que son visage ne nous plaît pas. Non, c'est notre frère de père et de mère. Et donc, on n'a rien à voir avec... Mais ici, nous parlons des principes parce que les questions d'État ne sont pas des questions individuelles. En même temps, votre mot de la fin par rapport... Mon mot de la fin, c'est de dire que Mama Souminois doit se détacher des dictats de l'UDPS pour faire quand même quelque chose. On n'attend pas des miracles. Il n'y aura pas de toute façon des miracles, mais on attend quand même qu'elle baisse les taux d'échange. On attend que Bunagana soit récupéré. On attend que les cachots clandestins, la police politique puisse être supprimée. Et donc, si la maman peut faire ces choses-là, on pourra avoir un peu de la reconnaissance pour elle. Mais si elle trouve que l'UDPS ou les politiques la bloquent, les autorités morales, qu'elle puisse démissionner, elle va sortir grand. Sinon, elle risque de sortir comme les warriors qui sont devenus MM warriors. Merci Martin Milolo. Joseph Edeba, même question. Je vais, avant de chuter rapidement, parce que Martin Milolo a pris rebondir sur ce qu'il a eu. Vous savez, on a parlé j'ai entendu parler d'Alexis Guizaro ici. Il était l'opérateur du projet Kinshasa Zéro Trou, qui avait pour axe la ville-province de Kinshasa et une partie du Kasaï. 46 km pour la ville-province de Kinshasa et 100 km pour la province du Kasaï. Mais il faut se poser des questions aujourd'hui. Où en sommes-nous avec ce projet Kinshasa Zéro Trou? La redevabilité. Vous comprenez? Mais on ne se pose pas la question, finalement, les mêmes ministres incompétents reviennent à la tête du même ministère. Et ça, on veut attendre, on veut nous faire croire que voilà, il y aura des miracles qui vont s'opérer avec le gouvernement soumis, non, parce que c'est une dame qui est censée bien gérer la nation. Non, mais il faut qu'on se pose des bonnes questions. C'est-à-dire comment, pour conclure en même temps, je vais le dire ici tout haut. Et de la main tendue indirectement par la présidente. Non, la main tendue, c'est de travailler ensemble, fédérer les forces pour écoutez, on ne peut pas fédérer des efforts dès lors que tout le pouvoir est concentré sur la majorité fabriquée, parce qu'on sait bien comment ces gens sont parvenus à ce poste, et on sait comment ils sont arrivés à être élus, et cette majorité fabriquée, tout le pouvoir y est concentré. On ne peut pas concentrer un pouvoir sur un endroit précis et demander en même temps la participation de ceux qui ne participent pas en réalité à ces mafias. Donc nous pensons que la main tendue de Mme Souminois n'aura aucun effet. Je pense que l'opposition aujourd'hui doit se redéfinir davantage pour essayer de mettre au clair toute cette aventure-là qui est en train d'être confectionnée par les gens, les tenants du pouvoir d'aujourd'hui. Parce que demain, l'avenir de cette nation reste une priorité que nous ne pouvons pas nous laisser emporter comme ça par des sentiments qui ne riment presque à rien sauf à l'incompétence. Et votre mot de la fin? Je crois que je l'ai dit. Merci Joseph Edeba, merci aussi à Martin Milolo que je rappelle, Joseph Edeba, président fédéral Lukunga et cadre LGD. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci. Merci aussi à Martin Milolo d'avoir répondu à notre invitation, que je rappelle, coordonnateur Forum Citoyen, Société Civile. Merci beaucoup, Rufin, c'est un plaisir et à tout moment on est disponible. Merci beaucoup et merci aussi à vous, chères auditrices et auditeurs, téléspectatrices et téléspectateurs, surtout aussi les internautes, puisqu'ils se plaignent que nous nous pas les assistons beaucoup pas. Beaucoup de salutations à ceux qui nous suivent en ligne. Aussi à ceux qui nous suivent en ligne sur notre chaîne YouTube Digital Congo Télévision. Il suffit juste de cliquer sur le point pour vous abonner et puis voilà, vous aurez à suivre toutes nos émissions et surtout les journaux. Merci à vous tous donc d'avoir suivi Semaine en 45 de ces jours. Nous reviendrons la semaine prochaine avec un nouveau numéro et une nouvelle thématique s'il le faut. Portez-vous bien dans vos demeures.